Le 7 mai 2025 est une date à retenir. C'est la première fois qu'un Rafale est perdu en mission de guerre. À moins que... Frédéric Lair, tu es le spécialiste défense d'Aérobuzz. C'est la première fois que l'Inde donc engage ses Rafales dans une mission de guerre. La France et dans une moindre mesure l'Égypte ont déjà effectué des missions de guerre, mais c'est apparemment la première fois qu'un Rafale est perdu en mission de guerre. Tu confirmes, Frédéric? Pour autant qu'on sache, je dirais oui, mais toujours avec un petit peu de recul. Dans ces affaires-là, on ne sait jamais tout, on n'a jamais la phato complète de ce qui peut se passer à droite à gauche quand même. Alors au départ, on parlait de 3 Rafales abattus, et puis après, il semblerait que l'Inde ait officialisé à demi-mot la perte d'un seul Rafale, parce qu'on a vu des morceaux de l'épave, non? Alors on a vu des morceaux de l'épave. Alors je reviens un petit peu sur ce que tu viens de dire. Qui a annoncé cette perte de trois Rafales? Et bien sûr, c'est le Pakistan, hein. Le Ouais. Pakistan qui était visé. Donc le Pakistan a beau jeu de faire monter la mayonnaise. Ils ont annoncé 5 avions abattus. A priori, il n'y en aurait que trois de confirmés, un seul Rafale dans les trois pour l'instant. Enfin voilà. Donc c'est vrai que les Pakistanais ont annoncé beaucoup de choses. Et puis il y a eu donc ces images sur les réseaux sociaux, hein. C'est comme ça que ça marche en 2024. L'armée a beau arriver très vite sur la zone du crash, de boucler la zone. Il y a quand même des images qui fuitent et parmi ces images, on a vu quand même deux choses qui laissent peu de doute et qui n'en laissent même aucun. D'abord, c'est le canal PC post-combustion, la tuyère du réacteur M88 avec ses pétales qui sont caractéristiques donc de ce réacteur qui n'équipe que le Rafale aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, cette image est étonnante parce que le canal PC est posé dans un champ, il est arrivé à plat, il s'est écrasé, mais voilà, il est tout seul, on voit pas ce qu'il y a autour, mais il est un peu seul au milieu du champ. Et puis, encore plus parlante, ces images de la dérive d'un Rafale avec le code de l'avion sur la dérive qui a permis d'établir de façon formelle qu'il s'agissait du premier monoplace livré à l'Inde. Alors non pas du premier avion livré, parce que le premier avion était un biplace, mais le premier monoplace, le 001. Mais donc depuis, il n'y a eu ni confirmation ni infirmation de la part de l'Inde. Bah, la confirmation, elle est faite de facto, hein. C'est compliqué de nier des photos qui sont quand même très parlantes. Enfin, à ma connaissance, moi, j'ai pas vu d'autres images d'épave. Alors bon, on sait qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut faire lire aux photos ce qu'on veut, hein. Oui, bah, même bien avant ChatGPT, comme tu dis, oui, ça remonte à la photo elle-même, hein. Dès qu'on a Mhm. commencé à faire des photos, on a commencé à les bidouiller, ça c'est une évidence. Mais là, effectivement, la situation, l'environnement de cette photo, l'état de la dérive, c'est marrant, enfin c'est marrant. La dérive est en général ce qui survit le mieux à un crash d'avion, hein. Elle est au fond, à droite, tout en haut, enfin voilà, donc c'est ce qui arrive en dernier au sol, a priori. Et celle-ci est particulièrement intacte à un détail près, c'est qu'effectivement, il y a le carénage des contre-mesures électroniques qui est fixé au sommet de la dérive et qui n'est pas présent sur l'image. On suppose qu'il a dû voler quelque part. Ben, on souhaite bien sûr aux Indiens de le retrouver. Ça me rappelle aussi cette image de l'accrochage à Cognac, là, quand deux rafales s'étaient accrochées, je crois que c'était à Cognac pendant un meeting. Et effectivement, c'est aussi cette pièce de la dérive qui était tombée au milieu de la rue, pas très loin de la zone du meeting. Elle était plantée au milieu de la rue. Donc c'est quelque chose qui est fait pour être démonté et remonté sur la dérive au niveau industriel et qui donc se sépare assez facilement. C'était un petit aparté. Mhm. Alors, donc, on estime que c'est la première perte d'un Rafale au cours d'une mission de guerre. Quand on en a parlé ensemble, tu me disais que peut-être que déjà les Égyptiens auraient perdu un Rafale. Les Égyptiens sont d'une discrétion de violette, hein, sauf quand ils se lancent dans la fabrication des pyramides, là où ils mettent la dose. Mais sinon, effectivement, il est à peu près accepté que les Égyptiens auraient perdu un Rafale. Alors, il n'est pas du tout certain que ce soit en mission de combat, mais le fait est qu'il est aussi probable que les Égyptiens ont déjà engagé leur Rafale au combat en Libye sur leur frontière. Sur la frontière ouest de l'Égypte. Après, est-ce que leur avion a été perdu au combat ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Mhm. J'en sais rien. Et puis après, il y a les autres utilisateurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font de leurs avions. C'est ça qui est beau avec la France, c'est que nous, quand on vend des avions, ben, on leur vend clé en main avec tout ce qu'il faut pour les utiliser, et puis ça ne nous regarde pas trop après ce qu'ils font, hein. Donc on sait que les avions ont été vendus au Qatar aussi, à l'Indonésie, aux Émirats arabes unis, enfin à la Grèce bien sûr, à la Croatie aujourd'hui. Donc chacun après est libre d'utiliser ses avions comme il le veut, quoi. Mhm. Alors, si la Croatie ou la Grèce se lancent dans des missions de guerre, on devrait le savoir quand même. Ah Effectivement, bah pour le ça se Qatar, sait. c'est plus discret, hein.
Oui, mais pour la Grèce, ça se sait effectivement. On sait qu'il y a ils se fritent de temps en temps avec les Turcs, hein. Donc, on va pas jusqu'à tirer sur le F-16 turc, mais on peut s'enrouler parfois. Et puis, on sait qu'il est arrivé dans le passé que les Turcs perdent un F-16 au cours d'un simulacre d'engagement qui se termine mal, hein, perte de contrôle. Et puis, voilà, l'avion est au fond de l'eau aujourd'hui. Revenons donc à cette attaque aérienne du 7 mai 2025, hein, qui est menée par l'Inde contre le Pakistan. Le Pakistan a riposté, puis il affirme avoir abattu donc 5 avions, dont 3 Rafales. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette attaque et de son bilan? Alors, l'attaque est quand même très spécifique. Quand on a l'habitude de suivre des exercices de l'OTAN, par exemple, qui mettent en jeu de grosses formations d'avions de combat qui vont tourner pendant 1 heure, 2 heures, qui vont faire du ravitaillement au vol. Enfin, et là, on apprend que sur l'Inde, en fait, donc les Indiens, d'une part, ont tiré depuis leur espace aérien, ils ont tiré des armements guidés et on reviendra dessus, mais qui sont censés être tirés à distance de sécurité. Et bon, là, manque de peau, ça n'a pas trop marché. Donc, ils ont tiré depuis leur espace aérien. Et moi, j'ai lu quelque part dans la presse indienne que c'est des missions, il s'était agi d'une mission très courte, d'à peine une demi-heure. Donc, en une demi-heure, tu décolles, tu montes, tu tires ton truc et tu redescends. Euh, Ça, c'est très surprenant si ça se vérifie. Je pense que c'est aussi une information importante parce que ça veut dire que les Pakistanais ont été capables de réagir dans un temps vraiment très court. Donc les deux pays étant en état de guerre larvée depuis la création du Pakistan, c'est pas étonnant que les Pakistanais maintiennent des avions en alerte alors au sol, peut-être en vol, mais très certainement et très assurément au sol, hein. Nous, on fait ça en France aussi, donc on imagine bien que les Pakistanais font ça de leur côté. Mais il y a quand même un temps de réaction qui est extrêmement court. Et quand on a dit ça, ben, on ouvre une porte énorme et ça pose énormément de questions sur le déroulement effectivement de ce combat, sur la façon de faire des Indiens, sur la préparation de la mission, sur l'état de préparation des Pakistanais, sur les aides qu'ils ont pu recevoir, par exemple, à droite à gauche. Enfin, la liste est très longue, hein, des questions qu'on peut se poser là-dessus. Alors, on parle de plusieurs dizaines d'avions engagés et de 4 ou 5 modèles différents. Les Pakistanais ont évoqué le chiffre de 75 à 80 avions indiens, ce qui est quand même énorme. C'est énorme, Euh, ouais, effectivement, ouais. oui, pour tirer, il y avait une dizaine de cibles désignées, même s'il y a plusieurs munitions par cible. Bon, je crois que j'ai vu passer le chiffre de 24 missiles de croisière qui ont été tirés. Enfin, il n'y a pas besoin de 80 avions pour ça. Donc, ça paraît énorme. La deuxième chose, c'est que, oui, les différents types d'avions, ben, ils sont le reflet de l'aviation indienne aujourd'hui, hein, puisque ils ont du MiG-29, ils ont du Tejas, qui est de fabrication locale, ils ont du Sukhoi 30 qu'ils ont acheté à la Russie, et puis ils ont des Mirage 2000 et des Rafales achetés à la France. Donc chaque avion a plus ou moins sa spécialisation, ses capacités. Le Rafale a été engagé parce il sait mettre en œuvre le missile de croisière Scalp, il sait mettre en œuvre la munition propulsée à 2SM. Le Mirage 2000 peut mettre également en œuvre le missile Scalp, les Mirage 2000 indiens. Et puis les Sukhoi, on a parlé aussi des missiles de croisière indiens, BrahMos, qui sont des missiles pour le coup supersoniques, et qui seraient mis en œuvre par les Sukhoi. Il n'y a pas de certitude là-dessus. C'est pareil, ce sont des choses qu'on lit dans la presse indienne, hein, la mise en œuvre de ces BrahMos, mais pas de certitude là-dessus. Et puis les Sukhoi sont aussi, en règle générale, peuvent être utilisés en mission de protection. Alors juste un mot, j'ai oublié aussi de citer les drones, parce qu'effectivement, les drones, aujourd'hui, quand on fait le bilan d'une opération, ils sèment un peu la confusion, parce que si on les compte comme avions, Ah, effectivement, on peut arriver à des nombres très importants d'aéronefs. Quand on parle de pertes, quand les Pakistanais annoncent d'avoir abattu 5 aéronefs indiens, ben, il y a peut-être des drones aussi dans la balance. Et là, je parle de drones de surveillance, de drones mâles, par exemple, hmm. à voilure fixe, hein, pas des drones ou des FPV ou des drones DJI. Donc voilà, tout ça fait que effectivement l'image est assez floue. Alors, comme tu le disais, donc des gros moyens engagés par l'Inde, mais et comme tu le soulignais aussi, la riposte du Pakistan a été quand même très rapide. Ça veut dire que c'est une armée qui est très affûtée, non? Oui, c'est une armée affûtée, et puis c'est surtout, et ça c'est un point très important, et ça sous-tend tout le reste, c'est une armée qui est aujourd'hui maquée avec la Chine. On sait qu'il y a il y a un conflit frontalier aussi entre l'Inde et la Chine. La Chine a trouvé avec le Pakistan ben, un allié
de poids, enfin très intéressant, puisqu'il est aussi frontalier de l'Inde, bien sûr. C'est un très bon marché pour les produits chinois. On se rappelle que dans les années 80, Ronald Reagan avait eu cette magnifique idée de vendre des F-16 au Pakistan, ce qui avait un peu déclenché un séisme à l'époque, hein, parce que voilà, c'était pas un pays génial, le Pakistan à l'époque, mais bon, les États-Unis avaient vendu du F-16, et puis depuis, ben, le centre de gravité des alliances pakistanaises s'est déplacé très nettement vers la Chine. Et avec la Chine arrive du matériel de pointe, du matériel très capable, et puis sans doute aussi quelques mauvaises surprises opérationnelles pour les Indiens. C'est sans doute ce qui s'est passé dans la nuit du 7 mai. Ils ont fait quelques découvertes qui les ont un peu piqués. Alors justement, pourquoi les Indiens ont-ils attaqué le Pakistan et surtout, pourquoi ont-ils engagé autant de moyens simultanément? Et puis je dirais aussi, troisième volet de ta question, hein, on va faire comme à la télé, je vais poser la question à ta place. Et pourquoi ont-ils aussi choisi ces cibles? Mais on va revenir dessus. Alors l'affrontement entre le Pakistan et l'Inde, j'invite tout le monde à aller regarder dans les livres d'histoire, hein. C'est la création de l'État pakistanais, c'est l'héritage de la colonisation anglaise, enfin c'est tout ce qu'on veut. Tout ça fait que c'est l'indépendance aussi de l'Inde. Et c'est une guerre pakistanaise plus ou moins larvée qui dure donc depuis plusieurs décennies, hein, depuis peut-être On parle, 10 ans. on parle de 70 ans, effectivement, oui. Voilà. C'est pas un mauvais âge, hein, Gilles, hein, 10 ans, cela dit. Donc voilà, donc il y a cet état de guerre, il y a le Cachemire qui est à la frontière entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Que tout le monde convoite pour différentes raisons, et notamment la raison de l'eau, hein. On parle Mm. souvent des guerres de l'eau à travers le monde. Ben voilà, c'est là que les grands fleuves de la région prennent leur source, dans l'Himalaya. Voilà, donc tout ça fait un cocktail explosif. Tu rajoutes aussi des armements nucléaires pour chacun, tu mets ça dans un shaker, tu remues, et puis tu arrives à la perte d'un rafale. Euh, alors ensuite, il y avait la question du pourquoi de tant d'avions. Ben, quand tu veux frapper fort et simultanément, bon, tu mets des avions, tu mets beaucoup d'avions en l'air et tu frappes simultanément beaucoup de cibles. C'est ce qui s'est passé. Et puis l'autre question que j'aime bien me poser aussi, et que je me pose donc et à laquelle je réponds, c'est pourquoi avoir tapé ces cibles-là? Alors on parle de cibles civiles. C'était une volonté du pouvoir indien de frapper des cibles civiles. Tout est sous-jacent dans ces affaires, hein. Il faut savoir lire les petites lignes en bas de page, et la petite ligne en bas de page, en l'occurrence, elle dit on attaque des cibles civiles, mais on s'attaque pas à l'État pakistanais proprement dit, c'est pas une déclaration de guerre contre l'armée pakistanaise. Donc ils ont, là aussi, il y a des images qui circulent sur Internet où on voit des trous très bien formés, pile poil au milieu de différents bâtiments. Donc ils ont attaqué des bâtiments qui sont censés abriter les terroristes pakistanais qui ont conduit les dernières attaques terroristes sur le territoire du Cachemire indien. Voilà. Donc là, on a l'image complète. Les missiles Scalp G, les bombes à 2SM ont fait des trous très précis aux endroits précisément désignés. Et ça, c'est quelque part aussi une réussite quand même indienne. On a beaucoup parlé des pertes, mais il y a quand même un côté positif pour l'Inde, ce qui est que les cibles ont été touchées très précisément. Dernier point quand même qui est très important à souligner, c'est qu'effectivement, c'est le pouvoir civil qui a un peu guidé le choix des cibles, qui a demandé à ce elles soient non militarisées, ces cibles. Moyennant quoi, les Indiens n'ont pas commencé par le commencement. C'est-à-dire que quand tu commences une attaque contre ton pays voisin, ce que tu essaies de faire, et c'est ce qu'ont essayé de faire les Russes en Ukraine, c'est que tu commences par nettoyer un petit peu le ciel et tu commences par détruire aussi les systèmes d'alerte ennemis et les systèmes de défense aérienne pour pouvoir opérer plus librement. Là, il y a peut-être eu un excès de confiance des Indiens qui se sont dit, bon, on va y aller. Bon, on sait que les Pakistanais ont des moyens de défense aérienne, mais ça va passer. On va tirer à distance de sécurité, on va rester dans notre espace aérien. On va pas s'occuper de la menace militaire pakistanaise, on va tirer nos cibles, entre guillemets, civiles. Et ça, c'est mal terminé. Maintenant, qu'est-ce que les Indiens peuvent faire? Alors, moi, je leur souhaite de beaucoup réfléchir, de bien débriefer la mission, mais ça paraît une évidence, mais c'est quelque chose qui n'est pas automatique dans certains pays ou dans certaines cultures. On a cette faculté en Occident de se remettre en question, parce qu'il y a une certaine souplesse d'esprit ou du raisonnement qui fait que on laisse parfois de côté
les questions de préséance, et puis on met le doigt là où ça fait mal. Ça fait partie de notre culture. Donc, quand on assiste, ou quand on n'assiste pas, mais on sait que ça se passe comme ça, hein, une mission ratée dans l'armée de l'air, eh ben, on sait qu'il y a des bonhommes qui s'enferment dans une pièce. Ça débriefe, hein, c'est chaud, il y a du sang sur les murs, et puis à la sortie, les gens sont conscients de ce qui a marché, ils sont conscients de ce qui n'a pas marché, et a priori, ils mettent en place des mesures pour éviter que ça merde une deuxième fois. Mm. C'est comme ça qu'on fait en Occident. On souhaite aux Indiens qu'ils aient cette souplesse d'esprit, donc qui va d'ailleurs avec les avions qui leur sont fournis, hein, et c'est un sujet intéressant, c'est que un avion comme le Rafale permet de faire beaucoup de choses, il laisse beaucoup d'autonomie à son pilote, beaucoup de liberté de décision. Mais il faut derrière que les mentalités aillent avec. Pour bien exploiter l'avion, il faut que l'homme ait les coups des franges pour le faire, hein, qu'il soit pas guidé par un supérieur qui va lui imposer certains choix, alors qu'en en opération, ces choix seraient mauvais. Donc c'est vraiment une question de fond qui est rarement abordée, mais quand on vend des Rafales, on le vend à des pays qui n'ont peut-être pas la tournure d'esprit encore pour les utiliser comme ils devraient l'être. Je dis Mhm. pas que c'est le cas des Indiens, mais je dis que c'est une question qui est intéressante de se poser. Ouais. Alors justement, puisque tu parles des ventes, on va finir par ça. Est-ce que c'est les déboires des Indiens peuvent avoir des conséquences sur les ventes à venir, sur les négociations en cours? L'Inde étant quand même un très très bon client, puisque c'est un des premiers clients à avoir reçu et utilisé donc le Rafale terrestre, qui viennent tout juste de recommander des Rafales marines et on leur prête l'intention d'acheter encore beaucoup d'avions. Donc du coup, est-ce que tout ça, les événements là, récents là, du 7 mai, peuvent remettre en question des achats de la part des Indiens, mais aussi d'autres pays en cours de réflexion? Bah, on va croire on va tenter de croire que ces réflexions justement dont tu parles sont menées à terme, et elles sont bien menées. Et si elles étaient bien menées, qu'est-ce qu'elles diraient? Elles diraient qu'effectivement l'avion de combat est fait pour aller au combat. Et elles s'apercevraient aussi surtout que les Indiens sont tombés sur nos. On l'a pas parlé parce que tu m'as pas posé la question, mais c'est une deuxième question que je vais me poser. C'est j'ai parlé tout à l'heure des Chinois. Les Chinois sont arrivés au Pakistan avec du matériel moderne qui était, je pense, très peu connu des Indiens. Et dans le lot, donc, il y avait les missiles solaires qui sont un peu l'équivalent des S-300 russes, qui sont maintenant relativement bien connus. On voit en Ukraine que c'est un missile dont on arrive à se débarrasser relativement facilement. Par contre, les avions pakistanais étaient armés de missiles RR à longue portée, des PL-15 chinoises. Il est possible, ça fait partie des hypothèses, que les Indiens n'aient pas vu venir ce missile au sens figuré, soit qu'il est mal connu, soit qu'ils étaient mal renseignés dessus. Un truc tout bête, peut-être que le missile n'était pas dans la bibliothèque de menaces des Rafales ou des avions indiens, enfin, et qu'il soit passé complètement sous l'horizon radar, au propre et au figuré. Donc tout ça fait que on sait sur chaque théâtre d'opération, il y a des conditions différentes qui prévalent, hein. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que voilà, ça la fout mal, effectivement, qu'il y a un rafale qui tombe. Mais derrière un rafale qui tombe, c'est tout un système qui est pris en défaut. C'est pas uniquement l'avion, c'est vraiment tout un système. Ce sont des circonstances du combat, ce sont des règles d'engagement, ce sont des choix tactiques, c'est peut-être un briefing qui a mal été fait. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, et l'avion n'est qu'une partie du lot. Eh bien, merci Frédéric pour ton éclairage. Merci aussi pour les questions complémentaires. Bon, je C'est rappelle que gratuit, c'était je cadeau. rappelle, je rappelle qu'on peut te retrouver tous les jours sur Aérobuzz. Je rappelle aussi que nous avons déjà traité dans une vidéo l'utilisation des Rafales par l'Inde. Et puis, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est pas Merci à cher. tous. J'ai pas pu m'empêcher de te pourrir la fin.